Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Haïti ne reconnaît plus la légitimité du président vénézuélien Nicolás Maduro qu'elle avait pourtant salué en mai dernier. Lors d'une session à l'extraordinaire du Conseil permanent de l'OEA, 19 pays, dont Haïti, ont dit non à la présidence de Nicolás Maduro. La rareté du carburant persiste. L'affluence de voitures qui se bousculent dans les pompes est toujours constatée en dépit des annonces rassurantes des autorités. Toutes les dispositions ont été prises pour la tenue de l'Assemblée nationale lundi prochain, assemblée qui marquera le retour de vacances des députés. Haïti s'est rangé aux côtés de 18 autres pays qui ont voté à l'OEA contre une reconnaissance du régime de Nicolás Maduro ce jeudi lors de la réunion du Conseil permanent de l'organisation. Par cet acte, le pays ne reconnaît pas la légitimité de Nicolás Maduro, réélu pour un second mandat en mai 2018 au terme d'un scrutin contesté. La déclaration a été approuvée par 19 voix, 6 contre, 8 abstentions et 1 absence au cours d'une session extraordinaire. Notons qu'Haïti faisait partie des États ayant pourtant salué la réélection de Nicolás Maduro comme président du Venezuela en mai dernier. Il n'est pas de l'intention de la délégation haïtienne de rappeler les tenants et aboutissants qui ont conduit le Conseil permanent à organiser, sur demande de la mission permanente de la Colombie, sa première réunion de l'année 2019 sur un sujet aussi clivant, la situation au Venezuela. Monsieur le Président, les divergences légitimes et compréhensives qui existent quant à l'interprétation d'une situation dans un pays donné doivent être pour nous l'opportunité de prioriser les initiatives diplomatiques en vue de trouver les voies et moyens susceptibles de satisfaire les différents protagonistes. Monsieur le Président, Haïti fait partie de la liste des pays qui ont participé à la visite des États membres de l'OEA à la frontière colombo-vénézuélienne. Visite qui nous a permis de constater de visu l'amplitude de la crise humanitaire sur la frontière. C'est l'occasion de féliciter une fois de plus la Colombie pour l'accueil qui a été réservé à la délégation haïtienne. Au terme de cette visite, la délégation haïtienne est parvenue à la conclusion suivante. Une grave crise humanitaire existe sur les frontières colombo-vénézuéliennes, avec des conséquences sociales, économiques et sécuritaires. À court terme, les États membres de l'OEA se doivent de trouver des mécanismes afin de faire face à cette crise humanitaire qui touche de nombreux pays de la région. La République d'Haïti croit fermement que le triomphe de la gouvernance démocratique demeure la voie royale en vue de faire face à cette situation. Monsieur le Président, pour conclure, la délégation haïtienne croit fermement qu'à la fin de cette réunion extraordinaire du Conseil permanent, il ne doit pas y avoir de gagnant, de perdant. Le seul grand vainqueur devra être la démocratie. Muchas gracias, Presidente. Toutes les dispositions ont été prises pour la tenue de l'Assemblée nationale lundi prochain. C'est la garantie donnée ce jeudi par le vice-président du Sénat de la République, Pierre-François Sildor. Durant cette séance, les députés et les sénateurs procéderont officiellement à la fermeture de la session extraordinaire ainsi qu'à l'ouverture de la session législative 2019. Entre-temps, des risques de boycott planent sur le déroulement de cette séance en Assemblée en raison des divergences entre le sénateur Joseph Lambert et le député Printemps Bélisaire. En général, il commence par ouverture en Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'il faut ouvrir l'Assemblée nationale. La côté député et sénateur, après appel nominal, il y a constaté que nous fait premier bagage. Deuxièmement, on a songé que le président pays, chef de l'État, a fait une convocation à l'extraordinaire pendant que le député a été en vacances. C'est pour ratification choix Premier ministre Jean-Henri Séan
et également avec une extension pour le vote du budget et le vote de la loi électorale. Donc, en deuxième étape, après une ouverture, une ouvrir l'Assemblée nationale là, il faut fermer l'Assemblée extraordinaire ça. Il faut fermer. Lorsqu'on ferme, comme troisième étape dans le rituel là, c'est le président va faire son discours en introduisant le Premier ministre qui est là avec tout le cabinet qui est pour là parce qu'il faut le temps d'elle. Et après le discours du Premier ministre, dans le rituel là, on va inviter, on va ouvrir la session législative. Attention, ce n'est pas la session ordinaire, non. C'est la session législative là qui gagne deux là-dedans, une commence en janvier, une commence en juillet, et après ouvert. Et après ça, on va inviter le Premier ministre à venir faire bilan des activités du gouvernement à la nation. Le Premier ministre et finalement le chef de l'État qu'on va inviter maintenant pour faire son exposé général de la politique du pays. Donc c'est un gros événement qui attend nous lundi et finalement après c'est fermeture session, fermeture séance en fait là. Donc il y a plusieurs étapes là-dedans. Et député Bélisaire et qui était sommé président de l'Assemblée nationale là, il a annoncé la possibilité pour capable boycotter l'Assemblée nationale. Ça c'est pas une excuse pour côté président de l'Assemblée nationale là, sénateur Joseph Lambert. Nous pas craindre que l'Assemblée ça li boycotter. Oui, je m'entends des déclarations ça, et je m'entends des déclarations président Lambert, qui est également président de l'Assemblée nationale. Même si je ne pas privé là, parce que il n'y a pas qu'à réduire l'Assemblée nationale là, il n'y a pas qu'à réduire la question de gestion pays à un problème de un député avec un sénateur. C'est comme ça que je considère. Parce que si c'est l'Assemblée nationale, le président Lambert comme président de l'Assemblée nationale, le président Garibodo comme vice-président de l'Assemblée nationale, c'est deux bagages différents. Nous ne pouvons pas ramener en question un député ou un sénateur. Moi, je pense que pour la sagesse du côté de la Chambre des députés, du côté du collègue Printemps Bélisaire, que m'inviter à la raison, même avec le président Lambert, pour nous trouver harmonie. Quand on a un problème dans le pays, pour avoir une bonne côté, une séance aussi importante qu'une séance qui c'est une obligation constitutionnelle. Je pense que des deux côtés, il a fait la paix, il a trouvé harmonie pour nous organiser un bon bagage pour le peuple, pour le peuple qui attendait ça, le Premier ministre s'en fait comme bilan, qui attendait maintenant exposé général de politique pour le pays à président pour le faire. C'est plus important qu'un problème entre député Printemps Bélisaire et sénateur Joseph Lambert. À partir du lundi 21 janvier, la plateforme des syndicats d'enseignants envisage de lancer une mobilisation générale sur tout le territoire pour forcer les autorités à satisfaire les revendications sociales des professeurs d'école. En conférence de presse ce jeudi, les dirigeants de cette structure, réunissant entre autres des organisations d'enseignants telles l'UNO, GIEL ou encore le CNEH, annonce une série d'activités dont des manifestations de rue, sit-in, grèves et toute autre forme d'action. Ainsi, la plateforme des syndicats d'enseignants sollicite la collaboration de tous les acteurs du système éducatif en vue de la réussite de ce mouvement. Dès le week-end, nous avons gagné un rassemblement dans le département de l'Ouest, côté que nous avons réuni tout le monde syndicat qui travaille dans le département de l'Ouest pour nous capables de mettre en place des comités de mobilisation qui vont gagner pour continuer à faire sensibilisation sur le lieu de travail. Et deuxième rôle que le comité de mobilisation de base va jouer, c'est pour exécuter tout mot d'ordre de mobilisation que nous allons gagner pour nous lancer à partir de 21 janvier 2019. Enfin, nous allons gagner la grande mobilisation qui a commencé le 21 janvier 2019. Mobilisation ça va prendre forme manifestation, sit-in, spot publicitaire, grève générale, conférence débat, spectacle socio-culturel, tous outils qui permettent de nous faire de pression efficace sur l'État, tous outils qui permettent que nous sensibiliser la population pour engager dans la bataille pour forcer l'État à satisfaire les demandes sociales en éducation, nous allons utiliser. C'est peut-être ça, nous avons lancé appel à toute population, en particulier élèves, professeurs, directeurs de l'école publique ou privée, parents, pour que vous portez coller dans la bataille ça, pour nous arriver à jouer une force nécessaire pour nous faire pression sur l'État pour que satisfaire les demandes qui exprimées dans le cahier de charge que nous soumettons depuis le 24 décembre 2018. 9 ans après le séisme, l'accessibilité aux bâtiments publics fraîchement reconstruits reste encore un défi pour les personnes handicapées.
À l'approche de la commémoration du 12 janvier 2010, Métropole en a fait le constat. Suivez ce reportage de Vanessa Léger d'Aurélien. Devant le ministère du Commerce, à la rue Légitime, une partie du trottoir est abaissée, facilitant l'accès d'une chaise roulante. À l'entrée, aux côtés des petites marches, une pente conduit à la réception, mais pas de rampe sur les côtés. S'il est facile pour une personne à mobilité réduite de pénétrer dans ce bâtiment par l'entrée principale, c'est différent en ce qui concerne le parking. Quoiqu'un espace soit réservé à ces personnes, au niveau de l'entrée secondaire, il n'y a qu'un escalier. S'il n'a machine, il va venir, mettre le parking là, et puis la monter l'escalier pour aller côté le besoin. Au ministère de l'Intérieur, une partie de l'entrée est dénivelée, avec des barres sur les bords. Mais l'accès est un peu étroit, et le trottoir n'est pas totalement abaissé. Mais est-ce que c'est pas ça ou non, hier, il fait des autres là où j'ai fermé. Et toujours, c'est le barrière principal. La machine qui passe. est-ce qu'il y a un parking dans tout il y a parking pour eux? Mais les refaites dans parking, dans quel côté? Ah, quoi, ça c'est. Les nombreuses marches de la Cour de cassation n'évitent pas une personne sur une chaise roulante à entrer. Ce sont les agents de sécurité qui doivent indiquer le parking où il y a un ascenseur. Mais tous ces espaces réservés aux véhicules des personnes souffrant d'une déficience sont toujours occupés par d'autres automobiles. Et parking là? Oui, mais quand machine là, toutes les machines officielles, les autres là, ils ont toujours mis là. En Haïti, il existe pourtant une loi sur l'intégration des personnes handicapées. Dans le chapitre 4 de ce document, les articles 20 à 26 stipulent que tous les bâtiments publics, les maisons destinées à la location et les entreprises doivent être construites de manière à garantir l'accès aux personnes à mobilité réduite. 9 ans après le tremblement de terre, certains bâtiments peinent à relever le défi. La situation du gaz à la pompe devient alarmante, malgré les déclarations apaisantes des autorités. La plupart des pompes sont fermées et quand elles sont alimentées, le peu de carburant qu'elles reçoivent est rapidement épuisé. Pour faire le point sur cette situation, nous avons avec nous ce soir M. Réginald Noël, expert en bioénergie et surtout habitué de Métropole, puisque tous les samedis, il anime la rubrique énergie à l'émission Investir avec Kester Farrell. Bonsoir M. Noël. Bonsoir Serge, c'est un plaisir d'être avec toi ce soir et bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Alors, Monsieur Noël, nous allons essayer, autant que faire se peut, d'avoir vos lumières et d'essayer d'abord de démêler le vrai du faux, parce qu'apparemment il y a beaucoup de fausses nouvelles qui circulent également sur la situation. Vous allez essayer de nous dire la vérité des faits et au besoin, mais ça je n'insisterai pas trop, au besoin... pointer les responsabilités, mais ça je vous laisse le soin de décider. Alors Monsieur Noël, c'est quoi la situation aujourd'hui? Qu'est-ce qui justifie cet état de quasi-panique dans laquelle se trouvent aujourd'hui les automobilistes à Port-au-Prince? Bien voilà, le bateau qui a accosté avant-hier a à bord 50 000 barils. Lorsque le bateau arrive, il y a une vérification qui se fait le plus souvent, pour vérifier la quantité vraiment qui va être livrée. Et entre-temps, une fois que la quantité a été vérifiée, on peut procéder maintenant à la livraison et à l'envoi vers les différentes stations, ceux qui avaient placé des commandes. Par les camions? Par les camions citernes. En principe, lorsque le bateau arrive, ça se fait en 2 temps. Il y a un premier arrêt du côté de Tor, qui fait un premier déversement parce que la mer est beaucoup plus profonde de ce côté et ça permet au bateau, ça facilite l'abordage. Et dans un deuxième temps, maintenant, le bateau traverse la baie de Port-au-Prince pour se rendre à Vareux pour livrer, parce que c'est là que nous avons les plus grosses capacités de stockage. C'est à Vareux, ce n'est pas à Tor. Tor date de la période post et pré-Pétro-Caribé. Donc c'était les anciennes structures des compagnies américaines, Shell, Texaco et Exxon qui étaient là dans le temps.
Mais je fais une petite parenthèse. Il y a des gens qui disent aujourd'hui que les citernes de Thor sont inutilisables parce qu'il y a des travaux qui se font dans la zone. Est-ce que c'est vrai? Mais il y a des travaux qui se font certainement dans la zone parce qu'avec le temps, tout a une durée de vie. C'est ça. Donc on ne peut pas, en fait, rien n'est éternel. Mais est-ce que Thor peut aujourd'hui recevoir du carburant? Thor reçoit, oui, tu reçois du carburant jusqu'à confirmer. Oui, ça. Ils Okay. en reçoivent, mais maintenant, le gros du stockage se fait à Vareux, parce que Vareux, c'est plus récent. Vareux, ça date des années 90. C'est ça, oui. Donc voilà. Donc là maintenant, ils ont procédé maintenant à la première livraison. Et tout le monde avait soif de ce produit. C'est la raison pour laquelle que maintenant il y a cette affluence massive vers les stations et il y a l'effet de siphon, l'effet si vous voulez, l'effet de chalumeau. Et peut-être de stockage aussi. De stockage. Il y a des gens qui stockent prévision de... Parce que lorsqu'on a 50 000 barils, je tiens quand même à préciser, à apporter une certaine précision pour le grand public. 50 000 barils, un baril c'est 42 gallons. 42 gallons. Donc et 50 000, pas 52. C'est pas 52. C'est ça. 52, c'est pour les autres produits, mais ce qui est pour le pétrole, ça a été standardisé pendant des temps. C'est 42 gallons. Donc là maintenant, c'est-à-dire que tu fais 50 000 barils par 42, ça te fait un petit peu plus que 2 millions de gallons. C'est ça. Bon, voilà maintenant, là où le bas blesse, c'est le parc automobile haïtien qui croît de 30 000 véhicules par année. Chaque année, il y a 30 000 véhiculs de plus. De plus qui arrivent là. Donc 10, et là, on parle de véhicules, pas de motos. Un petit peu de... Les motos, c'est autre chose. C'est autre chose. D'après les recherches que j'avais faites, il y a un petit peu plus de temps, il y a 800 000 motos en circulation. C'est la forme de transport la plus populaire. 800 000 sur l'ensemble du territoire? L'ensemble du territoire. Ah bon, ok, d'accord. D'accord, à peu près 30 000 tap-tap et 10 000 taxis. C'est ce qui compose la flotte, tu vois, des moyens de transport public. Maintenant, on laisse de côté le transport privé et tout ce qui est monsieur tout le monde comme toi et moi. Bon, là, le plus souvent, le stockage, la capacité de stockage que nous avons, c'est de 13 jours maintenant, vu l'accroissement qui se fait de plus en plus des véhicules. Et c'est de 13 jours, on est obligé maintenant d'avoir 2 commandes par mois pour pouvoir satisfaire les besoins du marché. Donc là maintenant, avec ces 50 000 barils qui ont été débarqués, parce que là, on parlait, pendant la période des fêtes, on avait fait un premier prélèvement sur ce bateau pour satisfaire les besoins pendant la période des fêtes. Maintenant, le deuxième accostage qui a eu lieu au début de cette semaine, c'était le reste de ce tanker qu'il fallait déverser. Maintenant, il va falloir classer une commande immédiatement, dans l'immédiat. Combien de temps ça prend entre le moment où on passe la commande et au moment où le tanker arrive 3 sur jours. place? Bon, ça sort de Houston, Texas, c'est seulement chez Spot, ça sort dans la zone. Mais on dit aussi que parfois les tankers passent plusieurs jours, parfois même des semaines dans la baie en attendant de pouvoir... C'est vrai ça aussi? Oui, il y a ce qu'on appelle le demurrage fees. Et ça coûte très cher? $20 par jour. $20 par jour? Par jour. Parce que le bateau, une fois que le bateau est chargé, le bateau ne peut plus retourner au port d'embarquement avec la cargaison, parce que c'est un tap-tap, ça c'est un véhicule de moyen de transport. Ouais. Il faut maintenant que ce produit soit livré au port où il a été commandé. Une autre question encore qui peut peut-être intéresser nos téléspectateurs. Quelle est la consommation quotidienne d'Haïti? 22 000 barils. 22 000 barils? Barils. 22 000 barils. Par jour? Par jour. Tous les produits confondus. Le diesel représente 60 à 65% de notre consommation. On parle de 14 000 barils le jour de diesel, parce que n'oublie pas que 70% du diesel qu'on consomme va dans la production d'électricité. Ce n'est pas la route. Ah, ouais. Et chaque fois maintenant qu'on produit 1 mégawatt d'électricité à partir du diesel, on parle de 60 gallons l'heure. Et la plupart de nos centrales sont des centrales à mazout. À mazout et diesel. Le diesel, enfin, mazout, on a quoi? On a 30 mégawatts, 60 mégawatts qui fonctionnent au mazout, les 30 mégawatts de e-power. Ensuite, les autres 30 mégawatts de la firme, le consortium PDVSA Haïti, qui fonctionne au fioul lourd. Maintenant, Sogénère et Trac consomment uniquement maintenant du diesel. Et Péligre dans tout ça? Péligre, c'est 54 MB, mais c'est 54 MB qui appartiennent vraiment à l'État haïtien. Oui, tu vois, mais ça représente seulement une petite parcelle de ce que nous avons besoin
en termes de Et production. Péligre, c'est de l'eau. Péligre, c'est de l'eau. Péligre ne consomme pratiquement... Voilà. Et pendant l'année 2018, Haïti a occupé la fonction de président et de vice-président de CARICOM. Et à CARICOM, ce qui était prévu pour l'année 2018, c'était la transition énergétique qui devait se faire vers les sources d'énergie propre, renouvelable. À partir de ce que nous avons dans la Caraïbe, qui est le soleil, qui est le vent, qui est l'eau. On en parle très souvent. Ouais. Tu vois? Et je ne sais pas si on a raté le coche, parce que là, jusqu'à présent, on n'a pas encore une politique énergétique qui a été bien établie, bien définie, pour savoir qu'est-ce qu'on va faire. Parce qu'en 2019, on est quoi? Pour être 3 millions à travers Port-au-Prince, dans la zone métropole de Port-au-Prince. Bon, avec 10 000 tap-tap qui transportent 20 passagers. Attendez, monsieur Noël, là, vous êtes en train de me faire très peur. Mais non. Vous venez de me déclarer que le bateau a livré 22 000 barils. 50 000 barils. Ah, 50 000. 50 000. Donc, il a livré... de gasoline. Exclusivement gasoline. OK. Non, parce que là, si vous me dites que la consommation quotidienne est de 22 000 et que le bateau a livré 50 000, ça fait un peu plus de 2 jours de consommation. Il faut bien établir la différence pour le public. Ouais. Les 50 000 barils, c'est 6 000 barils de gasoline qu'on consomme par jour. 13 000 barils. 13 000 barils de diesel et le reste maintenant en kérosène et mazout. D'accord. Maintenant, ça c'est plus ou moins clair. Là. On va se comprendre. Alors, OK, maintenant, allons jusqu'au bout. C'est 22 000 barils entre... C'est 50 000 barils. 50 000 barils entre diesel, gasoline, kérosène, etc. Ça couvre combien de jours de consommation? 13 jours. Au total. 13 jours. 13 jours. On est bon pour 13 jours. 13 jours à chaque fois. Sur tous les 13 jours, il faut qu'on place une commande tous les 13 jours pour satisfaire les besoins du marché au quotidien, sans qu'il y ait de panique. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Voilà. Il est grand temps de placer commande pour qu'on n'arrive pas au bout des 13 jours et qu'on ne prenne pas... Arrive maintenant, la panne sèche qu'on craint depuis 6-7 mois. Oui. Oui, mais laquelle panne sèche toute la semaine dernière et jusqu'à hier encore, les autorités nous disaient mais il n'y a aucun problème, il n'y aura pas de pénurie, calmez-vous, pas de panique, etc. Et pourtant, on constate aujourd'hui qu'il y a panique partout. Il y a panique partout. On ne dit pas aussi qu'il y a eu la prolifération des stations d'essence à travers le pays. Oui, mais il faut satisfaire tout ce monde. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je prends un exemple que je subis chaque jour, qui est cette pompe à essence qui a récemment ouvert un peu plus haut que Pèlerin 3. À DNC. C'est une catastrophe. Ouais, elle est mal placée. Non seulement elle est mal placée, mais elle est tellement près de la rue que les gens qui font la queue débordent ça obstrue le passage. Sur la route de Kinskov, la route de la Boule, et que ce soit à la descente ou à la montée, ce sont des embouteillages permanents, des engueulades, des bagarres. Moi, j'ai vu des bagarres à cette pompe-là. C'est monstrueux. Serge, si tu tiens à le savoir, il y a tellement de réglementations avant d'obtenir la licence pour ouvrir une station à essence, si tu n'en croirais pas tes yeux. Mais je me souviens lorsque cette station a ouvert à l'angle de la rue Magny et de la rue Auger, je me rappelle que le maire de Pétionville s'était opposé en disant que c'est mal placé, il y a trop d'habitations à côté, c'est un danger public, et pourtant... Elle est là, elle fonctionne. Elle est là, elle fonctionne. Dans ma commune à Kinskov, c'est le même scénario qu'on constate. Il y a 2 stations d'essence maintenant à Kinskov. La même route. Je vais avoir 55 ans bientôt. La route de Kinskov n'a pas changé depuis ma naissance. Non. Tu vois? Non. Et ça non. Et tu vois? Absolument. Et là maintenant, lorsque tu as cette prolifération de stations d'essence à travers le pays, il faut satisfaire tout ce monde. Et ce qui facilite maintenant, qui demande une rotation des pétroliers beaucoup plus rapide qu'on connaissait dans le temps. C'est comme si tu arrives chez toi, tu as 100 gouttes que tu dois partager avec 4 personnes. Du jour au lendemain, ça devient 6 personnes, ça devient 8 personnes, ça devient 10 personnes. Tu vois, maintenant, ces 100 gouttes-là... Oui, le même gâteau est là et les tranches deviennent de plus en plus petites. Bon, OK, d'accord, on a compris. Si le gouvernement ne se dépêche pas de placer commande d'un nouveau bateau, dans quelques jours, on va avoir vraiment de sérieux problèmes. Alors, maintenant, passons à quelque chose d'un petit peu plus délicat. À qui faut-il imputer la responsabilité de cette situation? On parle de BMPAD. Bon, BMPAD, autant que je me souvienne, a été créé à l'époque de Petro-Caribé. Ils étaient là pour gérer l'effet Petro-Caribé. 2006-2007. Aujourd'hui, il n'y a plus de Petro-Caribé. Quel est le rôle de BMPAD?
BMPAD est censé être le régulateur de tout ça. Je parle d'aujourd'hui. Aujourd'hui. Pas à l'époque de Petro-Caribé. Non, c'est toujours. Aujourd'hui. Est-ce que BMPAD se justifie encore aujourd'hui? Bon, oui et non. Oui et non. Je vais te dire pourquoi. Oui, c'est parce que c'est le régulateur. C'est par eux maintenant que passent toutes les commandes, parce que certains produits stratégiques, l'État ne peut pas se permettre de laisser ça à quiconque. Tu vois, la gestion de ce stock. BMPAD, maintenant, ce qu'ils font, ils réunissent tous les acteurs, les 6 ou 7 acteurs maintenant qui sont impliqués dans la distribution des produits pétroliers en Haïti, se réunissent de temps en temps pour placer des commandes. C'est-à-dire à l'ADIP. À l'ADIP. D'accord. ANADIP, et bon, il y a ANADIP, c'est les distributeurs, c'est les petits distributeurs, c'est la troisième tranche. Ah bon, d'accord. Okay. Maintenant, tu as les gros acteurs comme Sol, Dinasa, d'accord, la BNC, les grandes compagnies. Les grandes compagnies maintenant qui se réunissent au sein même du BMPAD, pour placer des commandes. Maintenant, l'ANADIP se tourne vers ces compagnies pour dire, par exemple, voilà, il nous faut 100 gallons. Donc, maintenant, ils s'entendent maintenant pour placer la commande. Maintenant, la commande se fait par appel d'offres. Celui qui a le meilleur prix gagne. Ça, c'est sur le marché mondial. Sur le marché mondial. Maintenant, on achète spot, on ne peut plus acheter du Venezuela. Une fois que la commande a été placée, maintenant, il y a des mécanismes de paiement qui doivent se faire. Soit une lettre de crédit, ou bien du cash qui est versé, des virements qui se font, tu vois, entre l'État haïtien et maintenant la compagnie maintenant, qui fournit ces produits pétroliers. C'est comme ça que ça se fait. Mais il se trouve dans le temps quand on nous parlait de l'aide de crédit qui n'était pas respectée pendant le délai de 45 jours, parce qu'il y a un crédit qui se fait entre l'État haïtien et ces compagnies pétrolières. En même temps, l'État qui subventionnait ces produits, parce qu'on achète, on vendait toujours au plus meilleur, enfin, le meilleur marché qu'on achetait. Exact. On n'a jamais, je répète, jamais payé les vrais prix à la pompe en Haïti. Depuis 33 ans. Oui. On a toujours payé moins que ce que ça coûte effectivement à l'État. Et l'État ici maintenant se trouve dans l'obligation de devoir aujourd'hui 3 millions de gourdes aux compagnies pétrolières. Parce que lorsqu'on place l'appel d'offres, on place l'appel d'offres pour le prix sur le marché, pas le prix à la pompe qui est fixé à la pompe en Haïti. Donc il y a toujours un différentiel que l'État doit compenser maintenant à ces compagnies pétrolières. Bon, si je vais être coquin qui fait de la première, puisque nous avons besoin de 4 gouttes pour acheter, ou de toi, ma boyonne. Elle a dit non, moi je ne vais pas faire comme ça. C'est 4 besoins, bon 4 là. Je vais pas payer au lipi devant. Et la dette augmente. La dette augmente tous les jours. Parce que c'était à 1 milliard il n'y a pas longtemps, maintenant c'est passé à 3 milliards et ça ne fait qu'augmenter. Et si on suit bien maintenant les cours du marché du pétrole, timidement ça remonte. Je pensais qu'il descendait. Mais non. Monsieur, ça a commencé à remonter. Depuis la dernière rencontre qui a eu lieu maintenant à Vienne entre les membres de l'OPEP plus les autres membres qui ne sont pas encore affiliés, ils se sont entendus maintenant pour réduire la production journalière pour pouvoir stabiliser les prix. Pour faire augmenter les prix. Et aujourd'hui, là, on avoisine les $53 le baril. Ça, c'est pour les livraisons du mois prochain. Ce n'est pas pour les livraisons d'aujourd'hui. Parce que c'est toujours 30 jours. Bien, alors un dernier mot rapidement, Monsieur Noël, qu'est-ce qu'il conviendrait de faire là, maintenant, aujourd'hui, pour que cette situation s'améliore? Pas de panique. Il ne faut pas paniquer. Oui, c'est un peu facile à dire. Je sais que c'est facile à dire. Moi, j'ai passé 3 jours à chercher de l'essence, je suis arrivé, il me restait juste de quoi rentrer chez moi. Et bon, donc panique, v'lez pas v'lez, il y a de la panique. Je parle au point de vue des autorités. Au point de vue des autorités, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ils doivent s'impliquer vraiment. Maintenant, comme ça se fait aux États-Unis, toutes les semaines, tous les mardis. Oui, il y a un ajustement. Ce n'est pas un ajustement qui se passe, mais on te dicte l'état du stock des produits pétroliers. Et là, maintenant, s'il le faut, je veux dire, maintenant, on a une capacité de 13 jours. Là, on reste à peu près, disons, 100 000, on prend des chiffres, 100 000 barils. On ne peut pas paniquer, on a l'autre bateau qui va venir dans 4 jours. On va le distribuer par 5 gallons, par 6 gallons pour machines privées, pour machines publiques, on va un petit peu plus. Donc il risque, d'après vous, d'y avoir où le monde pas arriver, il dit full machine mais il y a limité. Non pas full machine tout en Haïti. Tu vois, on est très peu le faire. On achète toujours au détail par chiquette. Tu vois, mais il faut maintenant qu'on prenne conscience de ça. Pour plusieurs raisons. On va faire typiquement économique. On n'a pas ce pouvoir d'achat parce que lorsque tu vous parles le pouvoir per capita d'un Haïtien, c'est 0,5 litres par jour pour l'essence. Et pour des deuxièmes raisons, c'est des raisons de sécurité. Il n'y a pas un pompier. Si on a commencé à stocker gasoline, tu te souviens à l'époque de l'embargo,
il y avait cet incendie-là. Maintenant, à la rue César, on appelait Césarco. Et il y avait ce quartier qui, avec l'humour haïtien, avait été dénommé Koweït. Koweït, c'est après l'incendie de Césarco, maintenant qu'on a transféré ceci du côté de l'Asco, pour des raisons. Maintenant, il faut un gouvernement impliqué pour le parler avec beaucoup plus de sincérité, pour éviter toute panique. Sous-chef, il faut capable assumer les responsabilités. Bon, écoutez, Monsieur Noël, je choisis de retenir de ce que vous nous avez dit là maintenant qu'il n'y a pas de raison de paniquer. Pas pour le moment. Pas pour le moment. Pas pour le moment. Merci infiniment, Monsieur Noël. C'est un plaisir d'être passé nous voir. À bientôt. Et je n'ose pas dire de nous avoir rassurés, mais au moins de nous avoir donné un petit peu d'espoir pour voir que cette situation de quasi-panique de l'affaire de l'essence à la pompe, parce que souvent elle est dans la baie, mais pas encore à la pompe, il n'y a pas encore de raison de paniquer. Espérons que ça va s'arranger dans les jours qui viennent. Bonne fin de soirée. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.